Nous voici de retour dans l'émission Face à la presse, émission diffusée sur ETV, sur MyTV, sur MFM, sur caraïbeinfo.com ainsi que sur l'Hebdo Anti-Guyane, le magazine télévision. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Niel pour cette deuxième partie d'émission. On embraye tout de suite avec une question du rédacteur en chef d'MFM. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de Free, et c'est vrai que c'est l'événement, mais la personnalité également de Xavier Niel interpelle, notamment dans votre positionnement dans les médias, on va y revenir, mais également sur votre carrière. C'est un peu un modèle de réussite précoce, mais à la française. On aime bien parler des réussites américaines, enfin outre-Atlantique, mais c'est vrai que vous êtes également quelqu'un qui aimait investir dans la jeunesse, la station F, l'école 42, là aussi c'est l'ADN de Iliad. Je ne sais pas si c'est l'ADN d'Iliad, mais c'est de se dire, moi j'ai eu la chance de naître en France dans une famille normale, et j'ai peut-être, enfin j'en ai le sentiment, potentiellement réussi ma vie professionnelle. Et donc à partir de ce moment-là, c'est de se dire comment je peux aider d'autres jeunes à aller dans ce sens-là. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez des initiatives ou quand vous avez des idées qui sont des bonnes idées, ou quand on est capable d'avoir des bonnes idées, on les lance. On rappelle aux téléspectateurs que Station F, c'est quand même le plus gros incubateur de start-up en tout cas en France et même au monde, on peut le dire, ouais. Et ça marche, il y a une forte demande. Physiquement, il y a à peu près 1 millier de startups qui sont là. Il y a un super programme d'ailleurs pour les jeunes de l'Outre-mer qui s'appelle Outre-mer Network, qui est présent à Station F. Et voilà, c'est ça l'idée, c'est de comment on donne envie à des jeunes de créer des sociétés, quoi. C'est de se dire, ok, à un moment où il y a un fort chômage, le meilleur moyen de se créer un emploi, c'est de créer une société, de créer une boîte. Est-ce qu'on est capable de vous aider ou de vous accompagner pour aller dans ce sens-là? C'est ça l'idée. Parlez-nous aussi des studios 42. Alors 42, c'est une école de code un peu différente. Ça vient du constat, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de culture générale pour faire du logiciel informatique, et qu'à partir de ce moment-là, même si vous n'avez pas le bac, vous êtes capable de devenir un des meilleurs codeurs, gens qui font du logiciel informatique du monde. Et donc on a créé une école différente dans laquelle il n'y a pas de prof, c'est du peer-to-peer learning. Donc expliquez-nous un peu le peer-to-peer. Donc c'est assez simple, ça consiste à dire qu'on a tous appris à parler sans professeur, on a appris à parler en parlant avec nos frères, nos sœurs, nos parents. C'est un peu la même chose, le langage informatique c'est une forme de langage, et plutôt que d'avoir un professeur, on va échanger ensemble et on va apprendre le langage informatique. Cette école, ça a bien marché, elle est gratuite, il y en a je crois 45 dans le monde maintenant. L'école de Paris, on a 4000 élèves, donc ça marche bien. C'est énorme, 45 écoles et 4000 à Paris dans l'école, donc ça marche bien, et c'est dans plein de pays du monde, et puis ça continue. Oui. Votre investissement également dans les médias, on y vient, puisque ça nous concerne également, ici, avec le quotidien de Lille, France Antilles. C'est une volonté, ça participe à l'homme de communication également que vous êtes? Non, si vous reprenez l'histoire de France Antilles, au début France Antilles, tout le monde dit qu'il va y avoir des repreneurs, etc. Et puis un jour on dit mais ça y est, France Antilles, c'est liquidé, ça a disparu. Je dis oula, c'est un problème. Et donc on est revenu et on a repris vraiment à la dernière seconde France Antilles. Pas de bol, c'était en avril 2020, donc c'était pas la meilleure semaine pour faire ça, mais c'est le jeu. Du Covid. Voilà, donc absence de publication, donc c'était assez dur. Et puis donc on est reparti, et l'idée c'est de refaire marcher France Antilles, comme on peut le faire avec l'ensemble des journaux où on a pu investir, en se disant que l'information c'est quelque chose de précieux, qu'elle a besoin d'être indépendante, d'exister, de se développer, et donc de l'accompagner. Et donc en partant de cette idée-là, on est arrivé chez France Antilles. Il y a eu du boulot, il y a des salariés qui voulaient plus revenir, ils avaient retrouvé d'autres jobs, etc. Donc on a remis tout ça en place, et maintenant il faut continuer d'avancer sur l'éditorial, rendre le journal encore meilleur, avancer sur le digital, voir comment on est capable de faire basculer France Antilles encore plus sur le digital, d'avoir des applications qui sont encore mieux, et c'est ce qui a été fait par exemple au Monde, qui est incroyable. Et puis au bout, le rendre rentable, parce que l'année dernière, ça a encore perdu pas mal d'argent. Donc maintenant, notre travail, c'est de le rendre rentable. Comment ça s'est passé exactement? Parce que la société France Antilles a été liquidée, prononcée, voilà. Et c'est 2 mois après... Non, c'est le lendemain de la liquidation, c'est 2 jours après. Mais si vous voulez... qu'on a appris que en fait, les salariés, la plupart, commençaient à être... avaient déjà reçu leur lettre, voilà, et le lendemain, on leur a dit, en fait, vous avez reçu votre lettre, mais vous allez pouvoir recommencer. Voilà. Oui. Comment ça s'est passé, ça, exactement? Si vous voulez, quand vous appelez... Le procès a été réouvert, en fait. Quand vous appelez le tribunal et qui vous dit, voilà, je suis en train de mettre, je sais pas, 100 ou 150 personnes à la porte, mais moi, je suis prêt à vous les reprendre, tous, aujourd'hui, le tribunal, il dit, OK, bon, c'est pas simple, mais enfin, quand même, on va trouver une solution. Et le tribunal a trouvé une solution. Un mot sur, justement, cette relation que vous avez avec les médias, mais en Outre-mer. On a l'impression que c'est... Est-ce que vous avez une relation particulière avec l'Outre-mer? On parle de vous à Tahiti, là, également, en ce moment.
Tahiti, je crois que ce qui m'intéressait, enfin c'est pas ce qui m'intéressait, mais le problème de France Antilles, c'est que c'était un journal unique, seul, qui était là. Et donc à partir de ce moment-là, l'envie était de se dire que ça continue, qu'il reste un journal. Sauf erreur de ma part, à Tahiti, j'ai vu ça tout à l'heure dans un certain nombre de dépêches, je crois qu'à Tahiti, il reste d'autres journaux encore, donc le problème n'est pas exactement le même. D'accord. Et alors, cette transition que vous parlez pour le France Antilles, vous avez déjà des pistes? Parce que la presse en France est en crise. Vous êtes actionnaire du Monde, ainsi que d'autres titres en France. On a l'impression qu'il n'y a pas encore la solution qui a été trouvée au niveau numérique. La presse, elle est en crise quand elle n'est pas gérée. C'est-à-dire qu'elle est en crise quand elle n'est pas indépendante, ou elle est en crise quand elle ne fait pas preuve d'imagination, ou qu'elle ne bascule pas vers le digital. Le groupe Le Monde, l'année dernière, il a fait 25 millions de profits. Donc si vous voulez, c'est un truc qui marche, qui fonctionne. Nice Matin, on est à l'équilibre, on va gagner de l'argent. Donc si vous voulez, le sujet c'est quoi? C'est de se poser la question, est-ce que l'information que je vends dans mon journal tous les jours, elle intéresse les gens? Si elle intéresse les gens, ils vont m'acheter, et s'ils m'achètent, j'ai des recettes, et si j'ai des recettes, j'ai de l'argent, je peux embaucher plus de journalistes. Si j'ai plus de journalistes, mon info elle est encore plus intéressante, j'ai encore plus d'acheteurs, et ça marche bien. Et puis vous rajoutez à ça le numérique. Le numérique, ça peut être une chance, parce que le numérique, c'est moins cher à produire que le papier, et vous mélangez tout ça, et vous avez quelque chose qui est capable de fonctionner et de cartonner. Donc si vous voulez, moi j'entends toujours systématiquement que la presse est en train de la presse papier est en train de disparaître, que c'est un vrai sujet, mais c'est pas la presse papier que je connais. Moi, la presse papier que je connais, elle est en train de basculer vers le numérique, elle est rentable, elle produit de l'information de qualité, elle fonctionne, elle a des lecteurs. Donc une transition numérique. Une transition vers plus de qualité éditoriale et une transition numérique en parallèle, sachant qu'il faut continuer le papier. Oui, les petits médias privés quand même souffrent beaucoup des marchés de la publicité. Ça devient de plus en plus compliqué de garder ce qu'on appelait des radios libres à l'époque, des radios privées. Pareil pour la presse écrite, tout doit se tourner vers le numérique aujourd'hui. C'est la consommation qui l'impose. Moi je pense qu'il y a un moment, la publicité, c'est un sujet extrêmement dur parce que vous avez ce qu'on avait appelé les GAFA, il y a plein de noms, ils changent toutes les semaines maintenant, mais qui sont là, qui sont archi présents et incroyablement bons sur la publicité. Et donc il faut être capable de vivre d'autres recettes. Et il y a des tonnes de modèles qui vivent sur d'autres recettes. Regardez, Mediapart est incroyablement rentable en ayant une autre forme de modèle et pas de publicité. Le Canard enchaîné est en train de passer sur le digital et est un journal rentable. Tout ça, c'est des bons journaux et des bons médias. Donc le truc, c'est est-ce qu'on fait un produit qui plaît au public? Si c'est un produit qui plaît au public, comment on est capable de le monétiser au-delà de la publicité? Parce que malheureusement, la publicité est quelque chose sur lequel on a des acteurs américains archi puissants qui seront souvent malheureusement meilleurs que nous. Et bien justement, la question suivante, c'est que vous avez été auditionné en début d'année par le Sénat sur la concentration des médias, et notamment sur la question de la fusion entre TF1 et M6. Et vous-même, vous avez expliqué que vous étiez formellement opposé à cette fusion. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que vous avez deux médias archi dominants en termes de publicité en France, et que ces deux médias archi puissants en termes de publicité en France, qui est sur la télévision. La télévision va très très bien. Les audiences de TF1 M6 se portent incroyablement bien. Leurs revenus progressent. Parce que justement, ils ne sont pas en concurrence avec les gens du numérique. C'est un autre monde, c'est autre chose. La télévision, quand vous la regardez, c'est comment je mets une pub qui va toucher des dizaines de millions de personnes en même temps, ou 10 millions de personnes en même temps. Quand vous achetez de la publicité sur Google, c'est comment je vais toucher le monsieur qui habite au coin de la rue, qui a 2 enfants et qui a des cheveux rouges. C'est ça, c'est complètement différent en termes d'adressage publicitaire. Et donc, si vous voulez laisser fusionner ces deux chaînes, c'est quelque chose de non vu nulle part ailleurs dans le monde. Ça n'existe pas. Il n'existe pas un pays dans lequel serait concentré 70% de la puissance télévisée. Et donc à partir de ce moment-là, ça me paraît quelque chose qui n'est pas acceptable en termes de droit de la concurrence, en termes de pluralité, parce que ça veut dire aussi, c'est à cet endroit-là, le journal télévisé d'un TF1, ça doit être une dizaine de millions de personnes qui le regardent. Un article du Monde très lu, c'est une centaine de milliers de personnes. Vous voyez bien le rapport qui n'est pas le même. Et donc cette puissance à la fois éditoriale, à la fois financière, est trop forte et elle ne devrait pas exister. Et où est le danger exactement Le danger, il est en termes de pluralisme, c'est-à-dire que le pluralisme est réduit. Il est en termes de concurrence, parce que toutes les autres chaînes de télé, face à ce mastodonte, elles ne vont pas pouvoir exister. Elle est pour les producteurs, parce que demain, les producteurs qui vendent à un certain nombre de chaînes, ils ne vont plus avoir qu'un seul guichet, qu'un seul acheteur, donc c'est un problème pour tous les producteurs. Et les producteurs en France, ils sont incroyablement bons. On a les meilleurs producteurs du monde en France, donc il faut quand même leur laisser leur marché national. C'est un problème pour nous qui diffusons ces chaînes sur nos box, puisque soudainement on va se retrouver avec des monopoles
en face de nous qui vont tenter de nous vendre leur chaîne. Aujourd'hui, les chaînes gratuites, on les achète à ces gens-là quand même. On est dans un monde un peu bizarre. Et donc, et là, je vous ai donné que quelques éléments négatifs. Et quand vous additionnez tout ça, vous n'avez que des éléments négatifs pour l'ensemble des écosystèmes dans l'Hexagone. Quand on parlait tout à l'heure des médias et singulièrement de la presse écrite, France Antilles, Nice Matin, La Provence, peut-être Tahiti, vous êtes attaché à la régionalisation de l'information? Je ne sais pas si je suis attaché à la régionalisation, je suis intéressé à ce qu'il y ait toujours des médias partout qui soient à même d'amener une information juste et vérifiée. Elle peut être anglais, elle peut avoir une position, mais d'être capable d'amener une information juste, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Voilà, c'est à ça ce à quoi je suis attaché, c'est le pluralisme des médias, l'information, une information de qualité produite, une information qui soit capable d'intéresser des gens. Alors, également, au niveau international, il y a un opérateur Starlink, c'est Elon Musk, au travers de ses entreprises, notamment SpaceX, ils ont lancé plus de 2000 satellites en moins de 2 ans. C'est des satellites de télécommunication. Cet opérateur va arriver d'ici les 5 prochaines années. Est-ce que vous avez déjà analysé l'impact de l'arrivée d'un opérateur planétaire aussi puissant en fait sur le marché de la téléphonie mobile? Alors, deux éléments. Le premier élément, c'est que le satellite, il ne marche que lorsque vous êtes dehors. Ça, c'est le premier élément. Il ne marche pas à l'intérieur. Et dans ce studio ici, ça ne fonctionne pas parce que ça ne c'est une antenne passe pas les murs. Donc, il faudra une antenne. Donc, si vous voulez mon téléphone mobile avec une antenne extérieure, c'est pas facile. Premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, ce sont des abonnements chers parce que ce sont des satellites que l'on lance qui n'ont qu'une durée de vie réduite. Et puis, le troisième élément, tout le monde partage le satellite. Quand on vous emmène une fibre optique chez vous, la fibre optique que vous avez chez vous, elle est que pour vous. Quand vous avez un satellite au-dessus de vous, si vous avez 1000 personnes en dessous, ils se partagent la capacité du satellite à 1000. Si vous avez 10 000 personnes, ça partage à 10 000. Et donc, il peut y avoir des problèmes de saturation incroyablement vite qui est là. Voilà, donc c'est une autre forme d'offre. Je pense que c'est incroyablement bon pour des zones isolées dans lesquelles il n'y a pas de réseau, de fibre optique ou de réseau puissant. À ces endroits-là, ça a du sens dans des zones extrêmement peu denses. Et puis aujourd'hui, c'est encore une fois des abonnements. C'est disponible, c'est des abonnements à $120, donc c'est des abonnements très chers. C'est le départ, peut-être que ça va baisser comme toute technologie qui arrive. C'est $120, il faut une installation qui vaut 1000 ou $1500, donc vous êtes dans quelque chose. Et si vous voulez l'installation, ça c'est une antenne, elle ne baissera pas le prix d'installation de l'antenne. Donc vous êtes dans des installations chères. Vous avez déjà des opérateurs satellitaires qui sont ici, mais regardez le prix de l'installation. Là, c'est encore une installation encore plus chère. Et puis après, il y a un prix d'abonnement et c'est en général des débits assez faibles. Ça aussi, c'est un autre marché, celui de la télévision, de l'offre numérique télévisée. C'est un sujet sur lequel vous pourriez vous intéresser également dans nos régions? Ouais, mais comme je veux que vous me réinvitiez un jour, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Ah, c'est peut-être une annonce alors. C'est une demande de réinvitation. Ah ben c'est entendu. Avec plaisir. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Merci d'être venu ici dans les studios de TV à Jarry. Merci Warren. Merci Jarry. On vous retrouve tous les jours donc sur MFM tous les matins dans la matinale info et également chez vous avec Questions sans détour, on n'oublie pas, absolument. Eh bien, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci.